Goude ur barat glo pa da noz e vo un tammig bravor an amzer ben varroaz met distreier a eo ar c'houmoul ben disul chiouaz a kreñfa a vo an avel o roueza beteg naou war skol Beaufort. Pendant des siècles, la Bretagne a vécu au gré de ses alliances entre division, soumission et indépendance. En 1490, Anne de Bretagne épouse le roi de France. En 1532, les deux pays ne font plus qu'un, pour le meilleur et pour le pire. Au fil des ans, certains Bretons remettent en cause cette union. Indépendance, autonomie, séparatisme, toutes les Bretagnes se vivent et s'imaginent en baiser d'âche. La langue bretonne est au cœur des revendications. En son nom, tout s'est dit, tout s'est fait. Je m'appelle Jean-Pierre Livinac. Mon métier, c'est d'enseigner le breton. J'enseigne à des enfants qui ont entre 3 et 11 ans. Je suis né en 62 et puis dans cette ferme-là, il y avait un gamin, c'était moi, et puis 5 adultes. Et les 5 adultes, mais je ne sais pas s'ils me parlaient en breton, je pense pas, mais entre eux, ils parlaient toujours en breton, donc bon, fatalement, je l'ai appris, quoi. Puis bon, c'est une langue qui est extrêmement chère à mon cœur maintenant parce que c'est ma langue maternelle. Entrer dans le mouvement breton, et on y arrive par paliers, en tout cas ça a été mon cas. J'ai commencé par m'intéresser à la langue, ma langue maternelle, mais dont j'ignorais la lecture, pas tout à fait la lecture, mais l'écriture. Et ma première prise de conscience, en somme, s'est située à peu près vers l'âge de 17-18 ans, alors que j'étais élève de l'école normale de Quimper. Et c'est là que j'ai eu le désir, première fois par simple curiosité intellectuelle, d'apprendre la grammaire de cette langue qui fut ma langue maternelle, la seule que j'ai parlé toute mon existence avec mes parents. Et voilà, bon... un simple désir, au fond, de m'instruire dans ma propre langue au départ. À ce moment-là, j'étais élève au Collège Saint-Martin à Rennes. Et mon voisin était un gars de ma classe qui était de Fougères. Et puis un jour, on discutait des questions profondes à cet âge-là. Et puis il m'a convaincu que j'étais breton. Et alors le fait d'être breton, eh bien, tout d'abord, c'était une sorte d'engagement, et cet engagement, j'y suis resté depuis. Et puis alors, il y a autre chose qui s'est présentée à moi. Si on est breton, on doit parler la langue bretonne. Ideuzen tibian, azoglas, azoglas. Ideuzen tibian, azoglas, azagwen. Nineuzen tibian, azoglas, azoglas. Nineuzen tibian, azoglas, azagwen. Le militantisme, pour l'instant, il est obligatoire. En tout cas, on ne peut pas s'en passer, quoi. Le militantisme, ça ne veut pas dire la Celtie, la Bretagne d'abord, toujours la Bretagne, etc. Ou le nationalisme à tout crin. Je vois plutôt ça dans une attitude de vie, sans être fleur bleue, mais bon... je sais pas, oui, là, si ça pouvait devenir un jour anodin, bah, on aurait gagné la partie, quoi. Si ça reste que des militants, bah, ma foi, des militants, tout le monde n'est pas militant. Il y a peut-être 10% de la population qui sont militants. Et militants bretons, il y en a combien? 1%, 2%, je sais pas, 5%, je sais pas trop. Alors quand on nous dit aujourd'hui que le breton, c'est naturel, alors le gros truc, c'est... Le breton, il est né, il a grandi, il s'est développé, puis un jour, il a commencé à perdre ses cheveux, à perdre ses dents, maintenant c'est la vieillesse. Et puis à la vieillesse, on meurt. Je ne sais pas comment des gens intelligents peuvent dire ça. C'est être totalement égocentrique. Le breton est un fait social. Mais quand peut-on dire quelle est la date de naissance du breton? Si on dit que la langue est jeune ou vieille, il faut fixer sa date de naissance. Il n'y a pas de date de naissance à une langue. On ne peut jamais le dire qu'a posteriori. Au début du siècle, 1 200 000 personnes parlent breton. La République une et indivisible s'inquiète. Les Bretons seront vraiment français quand ils parleront français, dit l'inspecteur général à ses instituteurs.
À l'entrée des écoles laïques, des écriteaux rappellent « Il est interdit de parler breton et de cracher par terre ». À l'école du bon Dieu, on sermonne « Parler breton fait pleurer le petit Jésus ». L'étourdi qui laisse s'échapper sa langue est condamné à porter le symbole, un sabot de bois autour du cou, un caillou dans la bouche. Cet objet infamant, il s'en débarrasse en dénonçant ses camarades, coupables du même délit. La honte entre dans les têtes, la vieille langue s'en va. Les parents se taisent et parfois encouragent le maître. Promis juré, nos enfants parleront français. Le gouvernement de la République s'est rendu avec empressement à l'invitation qui lui était adressée de participer aux fêtes commémorant le 4e centenaire de la réunion de la Bretagne à la France. Quand une province a donné au pays tant de gages de son dévouement, de son énergie, de son esprit de sacrifice, elle est pour ce pays sacrée à tout jamais. La Grande Guerre a pris ses morts et les Bretons ont donné leur lot. Plus que les autres, leur dit-on. Ils répondent « Nous sommes 2 fois français ». En français ou en breton, l'Église prêche comme ça l'arrange, pourvu que les âmes se courbent sous sa croix. Mission accomplie. Le clergé peut se frotter les mains. Il a fait du catholicisme en Bretagne une religion identitaire. Ce succès renforce l'image d'un peuple breton rétrograde et rebelle aux idées républicaines. Penus due. Après la messe, on ira au café. Le Bleunbru, fleur de bruyère, fondée au château de Querjean par un apôtre, l'abbé Jean-Marie Perrotte, mène le bon combat pour la foi et la Bretagne. Le breton et la foi sont frères et sœurs en Bretagne, tempête Yann Vary Perrotte. La vie des saints dans chaque poche, il glorifie la langue bretonne et la brandit contre les idées révolutionnaires qui, selon lui, menacent d'envahir le pays. Il se défend d'être séparatiste, mais bénit l'âme des jeunes nationalistes. L'hymne national, c'est tout de même quelque chose d'important. Ça représente tout de même la patrie, dans un sens. Le fait que la Bretagne ait un hymne national a une grande importance. Et pour moi, quelques années plus tard, quand je me suis retrouvé au Pays de Galles, et que les Gallois, puisque le Brogos-Mazadou est inspiré par Taldir de l'hymne national gallois, eh bien, quand même d'entendre tous les Gallois, l'abbé Perrotte et moi, un estédou de lire Sébastien Camery de 15 000 jeunes et parents et adultes, eh bien, quand tout le monde s'est levé pour chanter l'hymne national gallois, et bien, nous autres, bien, nous reprenions au refrain au Brice Mabrouk. Non, je respecte le Brogos, mais bon... mais sans plus, hein. Pas plus que je n'attache non plus...
une importance fondamentale, disons, à l'emblème qui est le drapeau. Pour moi, la Bretagne, c'est pas un pays. Pour moi, c'est une partie de la France. Je me sens, moi, autant français et autant je me sens vraiment des deux cultures, hein, sans me sentir tiraillé entre l'une et l'autre, pas du tout, quoi. C'est vraiment quelque chose d'harmonieux. J'ai une culture, mes parents, une culture très de la terre, tout à fait, parce que mes parents étaient agriculteurs, et une autre culture qui serait la culture classique que tout le monde peut acquérir dans les écoles, dans les lycées. La Bretagne est une nation, déclarent les notables de l'Union régionaliste bretonne, créée en 1898. Pour elle, ils demandent l'enseignement de sa langue, de son histoire, et une autonomie administrative plus étendue. La Bretagne s'imagine au passé. C'était si bien avant, du temps de notre indépendance. L'hymne national retentit, il rencontre peu d'écho dans la population. La duchesse Anne est loin, les Bretons n'ont pas le cœur à chanter un pays qu'ils sont obligés de quitter quand il ne peut plus les nourrir. Le mal du pays rattrape les exilés. La Bretagne se joue à Paris. Les projets d'indépendance les plus radicaux prennent racine ici, gorgés de nostalgie. Des êtres étranges venus d'ailleurs débarquent sur les côtes. Qu'est la Bretagne? Rien. Que doit-elle devenir? Un État, proclament les militants des années 20 du haut de leur adolescence. Séparatisme, fédéralisme, droite, gauche. Les divisions menacent le groupe. Une solution s'impose. Naruse, Naguen, Breizh, Epken. Ni rouge ni blanc, Bretagne seulement. La propagande se décline dans le journal Breizhatao. Bretagne toujours. Vous avez Clovis, nous avons Nominoé. Les gloires passées défilent et certains s'imaginent c'est l'avenir. Pas à pas, le parti recrute. L'audience demeure confidentielle. La population regarde de loin défiler ces Bretons qui veulent la libérer. Tiens, des Breizhatao, tout est dit. C'est un carnet, petit carnet de notes qui appartenait à ma mère et elle a marqué 1929-1930 dessus. Alors il y a des notes concernant les achats et puis il y a tout d'un coup des dessins ou des caricatures représentant des personnages qui l'avaient frappée parce qu'elle avait assisté au premier congrès ou au congrès de Châteaulin en 1930. Elle devait s'embêter. Elle a dessiné Louis-Napoléon Le Roux. Il y a Jan Soyer. Ici, elle a marqué social-fédéralisme. En fait, c'est mon père. Et ici, elle a marqué la question bretonne. En fait, c'est Maurice Duhamel. Ça, esquisse de Mordrel. Et Fange de Beauvais. Qui, je crois, très ressemblant parce que je me souviens de lui, moi. Goulven Mazéas, négociant en pommes de terre, est un militant de la première heure. Premier candidat autonomiste à des élections, il a un temps adopté le slogan « Breton seulement ». Fédéraliste et pacifiste, il en perçoit les limites et s'ouvre au monde. Les États naissent, s'étendent, se rétrécissent, disparaissent, réapparaissent au gré des chefs des bandes victorieuses. L'arbitraire seul préside à leur constitution. Les Polonais furent Russes, furent Allemands. Aujourd'hui, des Russes, des Allemands sont devenus Polonais. Les Alsaciens, qui furent alternativement allemands et français au cours de l'histoire, sont français jusqu'à ce qu'à la suite de nouvelles compétitions, le sort des armes vienne renouveler leurs nationalités alternatives, à supposer que la prochaine guerre ne soit la fin de l'Europe et de sa civilisation encore combien primitive. Je me suis dit, je suis la fille de Nostradamus. Et puis je croyais qu'il ne parlait que de la Bretagne. Il n'en parle pas du tout. Ah, c'est vraiment une dimension internationale. Et là où il parle de l'internationalisme, c'est très très large d'esprit aussi. Oui. Suite à l'échec des élections, le parti autonomiste implose. Les séparatistes, regroupés autour de Mordrel et de Beauvais, créent le Parti national breton, PNB. Goulven Mazéas organise la Ligue fédéraliste. Une aile gauche se forme petit à petit. Elle demeure minoritaire dans un mouvement figé depuis le début dans le conservatisme.
Asphyxiée depuis de nombreuses années, la culture bretonne connaît un regain d'énergie, sous l'impulsion d'un groupe d'artistes, les Seisbreurs, les 7 frères. Ils aspirent à une culture débarrassée de ses bécassineries. Ils ont permis à un groupe d'artistes de travailler en commun, dans un but commun, et donc de faire réellement des réalisations qui ont traduit un peu l'esprit de la Bretagne de l'époque. Par ailleurs, l'idée de Créton a toujours été de ne pas figer l'art breton dans des choses qui étaient un peu du passé. Une de ses idées a été de créer un journal de mode breton, mais journal évolutif, c'est-à-dire qu'il estimait que pour que les jeunes acceptent de porter le costume breton, il fallait que le costume évolue. Si la Bretagne reste sur des traditions qui me semblent trop localisées, eh bien elle s'atrophie, elle mérite beaucoup mieux. D'ailleurs, les Bretons autrefois voyageaient, ils ont investi le monde, enfin, et je crois que c'est ça. Alors dans l'art, c'est pareil, la bretonnerie, la bignouserie, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Les trisquelles, les histoires, c'est pas avec ça qu'on fait de l'art breton. On fait de l'art breton avec un état d'âme, si vous voulez. C'est-à-dire, l'état d'âme, c'est la traduction de l'âme bretonne. Alors là, c'est avec quoi? Eh bien, c'est par exemple l'austérité, c'est la gravité, c'est aussi la douceur, et c'est surtout la pureté, cette pureté silencieuse, sérieuse. Vous savez, les Bretons sont des gens graves, sont des gens sérieux. Dans les années 30, la pratique du breton ne cesse de diminuer, mais sa défense rencontre petit à petit le soutien des élus locaux et celui des instituteurs laïcs, regroupés à Arfals, la Faucille. D'où qu'elles viennent, les pétitions en faveur du breton atterrissent dans les corbeilles des ministères. Et voilà que je reçois Boris Attal. Et de Beauvais, était devenu un petit bulletin rikiki, alors que c'était un grand journal avant. Et il avait dit, des patriotes bretons, si nous n'en trouvons pas en Bretagne, nous irons en chercher ailleurs. Mais c'est qu'il y a quelque chose. Et moi, c'était comme le chemin de Damas. Ça m'a ouvert les yeux. Alors, là, je me suis intéressé au PNB. Je me suis inscrit même pour 10 francs. On envoyait des souscriptions. Je vois mon nom d'Éric Caussin, Paris, 10 francs. Et alors là, donc, il y avait des réunions au Café du Bel Air, en face de la gare Montparnasse, quoi. Et là, il y avait une conférence de M. Guillès, donc sur le PMB, et puis un autre conférencier, alors qui nous a frappés, alors qui nous fascinait, c'était Louis-Napoléon Leroux. Et avec ses cheveux, là, vraiment, il faisait tout à fait l'intellectuel du parti, absolument. Hein. Et il revenait d'Irlande. Ah, l'Irlande. Alors, il nous parlait de l'Irlande 1916, de Patrice Pearse, des frères Pearse, de Valera et de cette fameuse semaine de Pâques. Et puis alors des héros et des contemporains, n'est-ce pas, qu'il avait rencontrés, quoi, ceux qui n'avaient pas été fusillés, qui avaient été condamnés plus ou moins, les Sinn Féin et tout ça. Alors nous autres, nous étions fascinés par cette révolution irlandaise, la première des nations celtiques qui recouvre son indépendance. Le 7 août 1932, à Rennes, la statue commémorant l'union de la Bretagne à la France explose. Par la destruction du symbole de notre asservissement qui trône au centre de notre capitale, nous ouvrons la lutte pour la délivrance de notre pays en ce jour anniversaire de notre annexion. Célestin Lenné, ingénieur chimiste, est le chef des activistes. Membre du PNB, il recrute quelques militants et se proclame général en chef de l'armée bretonne. L'attentat rameute de nouveaux militants. Ollières-Mordrel, l'idéologue, prend en charge les plus radicaux. Raymond Delaporte, le catholique, accueille les modérés. François de Beauvais, chef du parti, navigue au gré des courants. Inspiré par les dictatures allemandes et italiennes, le parti succombe à la tentation du chef.
Les premiers contacts se nouent avec l'Allemagne. L'idéologie nazie est relayée dans Stur, la revue du parti dirigée par Mordrel. Stur, le gouvernail, un aviron tordu qui chavire l'idée bretonne dans une mer de plomb. Moi, ça ne m'a pas effarouché du tout. Non. Non, nous disions que dans une Bretagne qui reprenait en main ses destinées, eh bien, il fallait un gouvernement fort. Hein. Ça ne voulait pas dire totalitaire. Hein. Il fallait quelque chose de fort. Tout était à refaire. Et je disais même ceci, c'est possible qu'avec les Bretons, eh bien, ce ne soit pas si compliqué que ça, qu'ils iront du côté où penche la balance, quoi. Il y aurait eu, par contre, alors ceux qui n'étaient pas bretons, qui pouvaient évidemment compliquer la situation. Ça, il fallait s'y attendre. Pas d'illusion, nous ne sommes pas forts. Notre influence sur les élites et sur les masses est limitée, reconnaît de Beauvais. Éclair de lucidité, les Bretons restent réfractaires à leurs idées. Ils ont crié pour le Front populaire, ils ont défilé dans les ligues des Croix de Feu. Comme partout en France, chacun a choisi son camp ou fermé ses volets. La guerre est proche. Breton seulement n'est pas de saison. Français, demeurons un peuple uni, laborieux et fort. C'est un devoir envers notre patrie et c'est aussi une nécessité dans l'intérêt de tous les peuples et de la paix du monde. Les services secrets nazis infiltrent les mouvements séparatistes en vue d'un éventuel démantèlement des empires français et britanniques. Mordrel et de Beauvais répondent présents et affirment qu'ils ont derrière eux des milliers d'hommes. Pourtant, personne ne viendra les soutenir quand ils seront arrêtés et leur parti dissous pour atteinte à l'intégrité du territoire. Les copines du lycée me disaient Mordrel et de Beauvais, ils ont vendu la Bretagne à l'Allemagne. Alors je pensais elle débloque tellement que je ne croyais pas un mot. Et je n'étais pas assez formée idéologiquement pour savoir ce qu'il y avait derrière. C'est un peu douloureux comme photo parce que ça marque la dernière année où on est parti en vacances. C'est pris à Trégastel en 1939. Un contre-jour. Et ma mère m'avait toujours dit depuis bien longtemps après, Claudine, ne te fasse jamais après le mouvement breton parce que c'est une grande famille. Printemps 1940, l'invasion allemande écrase l'Europe. Les séparatistes bretons se préparent à proclamer l'indépendance, négocier avec les Allemands. À gauche, les militants cessent toute activité politique et culturelle. Le 24 octobre, Pétain serre la main à Hitler. La politique de collaboration met fin à toute velléité d'indépendance bretonne. Les chefs nationalistes, Mordrel, de Beauvais et Lenné, persistent et signent. Ils affirment la nécessité d'une alliance avec l'Allemagne et la création d'un État breton. Certains parlent de compromission pendant cette période du mouvement breton. Ben oui, ça dépend ce qu'on appelle le sens qu'on donne à cela. Hein. Et ça dépend comment on considère les Bretons. Pour vous, il n'y a pas eu de... Non, moi je ne peux pas les considérer comme ça. Il y a des gens qui ont fait un choix politique. Le problème, évidemment, c'est que celui qui est faible n'a pas la liberté de ses alliances. Alors, il est évident que les Allemands qui étaient là ont fait des choses qui sont absolument horribles et que nul ne peut accepter, que nul ne peut pardonner et que nul ne peut oublier. Alors, est-ce que le mouvement breton en est responsable ?
Alors à ce moment-là, les gens qui ont fait accord avec la Russie soviétique, eh bien, sont-ils responsables des goulags qu'il y avait là, des exterminations qui ont été faites là-bas? C'est exactement le même problème. Il est évident que le pauvre se raccroche au bâton qu'il voit qui flotte sur l'eau ou à la bouée qu'il voit, et ça n'est peut-être pas la meilleure ni la plus propre. La guerre est venue. Bon, c'était pas notre propre guerre à nous, mais que voulez-vous qu'on y fasse? On a continué quand même nos activités bretonnes dans ce domaine-là, et sans se tourmenter outre mesure de toute la tempête qu'il y avait sur le monde. Vous avez rêvé même une capitale à la Bretagne. Ah oui, dans la Bretagne future. La Bretagne future, oui, oui, dans une Bretagne future. Je veux dire, une Bretagne future sur cette terre. Hein. C'est pas une Bretagne céleste. Hein. Et cette Bretagne dont vous rêviez, c'était une démocratie? Bah, le mot démocratie, on n'employait pas plus que ça. On disait, nous, un État breton, un État breton, une république bretonne, ça aurait peut-être été une république bretonne, comme mon frère a écrit son livre « Complot pour une république bretonne », ça aurait pu être une république comme la République d'Irlande, quoi, la République bretonne, mais elle n'aurait pas copié le modèle français, absolument pas. Il faut changer tous les 6 mois de gouvernement, c'était pas la peine assurément. Ah non, 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 ça collait pas, quoi. Mais de toute façon, même ça aurait été une république, ça aurait pas été un duché, il n'est pas question d'insister un duché. Attention, on ne rêvait pas, non. Il y avait quelques-uns comme les Rohan-Chavaux qui pouvaient rêver au duché, n'est-ce pas, et prendre les sièges et tout ça. Et nous, les plébéiens, alors qu'est-ce qu'on avait eu droit? Non, non, non. Mais ça aurait dû être un État, ça aurait été un État fort. Et que rien n'aurait été négligé pour rattraper tout même ce dont toute la Bretagne avait été frustrée. J'avais commencé à apprendre le breton avant la guerre et j'ai dû arrêter pendant la guerre. J'ai dû arrêter parce que je vivais à la campagne, assez discrètement d'ailleurs, mais tout de même j'ai été visité par un homme du mouvement breton qui semblait souhaiter que sachant que j'apprenais le breton, pensait sans doute que j'étais dans les mêmes idées que lui, et qui semblait souhaiter que les Bretons se passent des Français, ce qui me semblait difficile, d'autant qu'il semblait penser qu'il faudrait remplacer les Français par les Allemands. Alors là, je n'étais plus du tout d'accord. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai abandonné le breton, parce que j'estimais que je ne voulais pas me trouver mêlé à des histoires qui allaient contre ma pensée. Dès que j'avais appris l'armistice, je m'étais dit, le coup d'État prévu par les indépendantistes bretons, on appelait les séparatistes à l'époque, est foutu. Ils n'avaient plus ni les uns ni les autres aucune illusion sur les résultats tangibles qu'ils attendaient de la politique de collaboration directe avec l'Allemagne pour essayer de bâtir une Bretagne semi-indépendante ou indépendante sur les ruines de l'État français. J'ai donc décidé, grâce à l'appui d'un industriel quimpérois qui s'appelait Jacques Guillemot, d'essayer de fonder un journal quotidien qui prendrait une position différente de celle prise par le parti indépendantiste. Une politique différente en ce sens qu'elle se ferait l'avocat, cette politique, d'une transformation du territoire français, sa division en régions, basée sur les discours du maréchal Pétain, qui voulait promouvoir la rénovation des provinces, le rétablissement d'une certaine autonomie locale, etc. Il y avait donc là les informations générales que nous nous efforcions de faire le plus neutre possible au point de vue international, insistant beaucoup sur ce qui se passait en Bretagne et les événements en Bretagne. Nous étions évidemment obligés de publier le communiqué de guerre allemand. C'est donc la politique dans laquelle je me suis engagé.
Mais je ne me suis pas, parce qu'il fallait tout de même tirer parti des circonstances, autant que faire se peut. Je ne vois pas qu'il aurait été bon d'abandonner à cette époque-là, malgré tout, parce que nous avions non seulement un ennemi, mais deux ennemis, pourrait-on dire. Et les deux ennemis qui s'affrontaient, on pouvait espérer tirer quelques bénéfices de leurs différences, de leurs affrontements. À la suite du changement de préfet régional, le préfet Quenette a convoqué un certain nombre de personnalités bretonnes, dont moi-même, et tous les directeurs de journaux, etc., pour sentir le vent. Il a bien vu qu'il y avait un appui quand même très, très sérieux pour la transformation de la France en république décentralisée, provinciale, etc. Et c'est donc lui qui a pris l'initiative, après nous avoir consultés tous, nous avoir même réunis tous, de créer le comité consultatif de Bretagne, qui était une assemblée qui ne prenait pas parti sur la politique, mais sur les réformes à apporter au système français, c'est-à-dire l'enseignement de la langue, le début d'une administration bretonne, une décentralisation plus large, etc. Jugé indésirable par Vichy, Mordrel est rapatrié à Berlin. De Beauvais est assigné à résidence. Raymond de la Porte, secondé par son frère Yves, s'empare de la direction et tend la main à Pétain. Contrôlé par les services allemands, le PNB prend le sillage de l'Europe nouvelle et revêt l'habit des partis collaborationnistes. Les Bagadoustourm et le service spécial de Célestin l'Aîné veillent à l'ordre. La propagande largement étalée fait son effet. En 2 ans, 2000 personnes rejoignent le PNB. Tout va pour le mieux dans le pire des mondes. La population dans son ensemble demeure hostile au Breizatau. Les liens avec les nazis sont perçus comme une trahison. Les premiers réseaux de résistance s'organisent. Des hommes et des femmes embarquent pour l'Angleterre où gagne le maquis. Alors, comme on ne comprenait pas très bien quelles étaient les lois, on pouvait supposer que, selon les ordonnances de Pétain, mon frère et moi étions demi-juifs, ma mère conjointe d'arrière, donc à l'abri. Et ça ne s'est pas passé comme ça, sans qu'on le sache, on n'a pas compris très bien. Il y a eu un zèle ou quelque chose. En fait, j'ai su depuis que mon père avait été dénoncé comme ayant un grand-parent juif lui aussi. Étant juif lui aussi, du côté Léonard, ce qui nous apportait 3 grands-parents juifs. À ce moment-là, on aurait dû porter l'étoile, mon frère et moi, et on ne la portait pas. Il n'y avait que ma grand-mère et ma mère qui la portaient. Et donc, la Gestapo est venue nous arrêter. Et on voyait souvent Yves de la Porte parce que mon père avait fait appel à lui parce qu'il était bien placé, étant interprète auprès de la Gestapo. Et puis là, il s'est passé un miracle, c'est que la première fois, on devait être déporté 2 jours après, et notre dossier a été égaré. Donc on nous a remis au prochain convoi. Et ce jour-là, on nous a carrément fait sortir par une porte dérobée en nous disant surtout on nous a assigné à résidence et on nous a dit quelqu'un nous a dit si vous faites reprendre, vous serez déporté immédiatement. Dans le mouvement breton, bien sûr, il y avait des divisions qui apparaissaient très nettes, entre une tendance très, très active et très extrémiste, si vous voulez, dirigée par Célestin l'Aîné, qui était le chef du Kadervern, c'est-à-dire de l'armée bretonne secrète, et qui estimait que les parlottes que nous avions avec le gouvernement de Vichy et les préfets, et que la politique d'atermoiement de Raymond de la Porte n'était pas ce qu'il fallait faire, et il voulait recruter une force armée qui aiderait les Allemands, en fait, dans
dans la lutte contre la résistance française qui se faisait plus active. 1943, des militants bretons accusés de collaboration sont tués par le maquis, parmi eux l'abbé Perrotte. Jeanne de Bretagne, l'abbé Perrotte, votre père spirituel, vient de tomber en martyr pour Douai à Brest. Jeanne Breton, il faut que son sang pénètre dans vos veines pour revivifier le vôtre, faire de vous des forts, des ardents. Il devient après Saint-Yves le porte-étendard de Brest. Prions-le, il vous aimait avec vos regards clairs, vos âmes ardentes, vos aspirations généreuses. Que votre croisade de loups et d'hermines s'élance à sa suite sur les routes de Bretagne, que vos âmes de chevaliers celtes n'aient pas meilleure vengeance que de faire fleurir au centuple la fleur blanche de l'amour de Feix et la fleur rouge de l'amour de Brest, qu'il sema au long de sa vie dans tous les cœurs des jeunes, à la veille de Noël, au seuil de la nouvelle année, que ce soit notre mot d'ordre. Voilà, on était comme ça. On était fait comme ça. Célestin Lenné et 70 hommes forment l'armée bretonne, baptisée Bézen-Perrotte. Ils intègrent le service de sécurité SS. Auxiliaires zélés des nazis, ils se livrent aux pires exactions contre les résistants. Et lorsque le débarquement est arrivé, pour bien montrer notre volonté que nous étions neutres dans les événements de guerre, j'ai tenu à demander à son successeur, c'est-à-dire le commissaire régional Le Gorgeux, qui était nommé donc par le gouvernement de Gaulle, c'était pas un gouvernement à l'époque, c'était la résistance française et dirigée par le général de Gaulle. J'ai tenu à demander à son successeur, officiellement par lettre, en tant que secrétaire général du comité consultatif, de réunir lui-même à nouveau le comité consultatif pour l'aider aux tâches qui se montraient pressantes, la reconstruction, etc. La réponse a été bien sûr ce jour-là que le Gorgeux a pris un arrêté d'internement contre moi et j'ai été arrêté le 10 août 1944 et conduit donc d'abord à la prison Jacques Cartier à Rennes et ensuite au camp Marguerite. Non, moi, non, je ne regrette rien de ce que j'ai fait, je regrette d'avoir pas fait assez. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Voilà. La personne qui a dénoncé mon père comme juif l'a aussi dénoncé comme militant breton, après l'occupation. Il est devenu muet, il n'a plus beaucoup parlé, il n'a plus tellement vu de... Enfin, je crois qu'il n'a pas voulu rencontrer de personne du mouvement breton, très peu tout au moins. C'était difficile de savoir ce qu'il pensait. À la Libération, les rafles touchent tous ceux qui ont milité dans le mouvement politique et culturel. Le danseur de gavotte précipitamment arrêté sera relâché, le soldat de la Bézen-Perrotte sera fusillé. Célestin Lenné passe le Rhin avec l'armée allemande. François de Beauvais n'assiste pas à la déroute. Malade, il meurt en 1944. Mordrel organise sa fuite en Argentine. Raymond Delaporte et les cadres du parti trouvent refuge en Irlande. Yann Fouéré les y rejoint. Ils se sont sentis libres dans leur pays occupé. La paix venue, ils détalent, laissant derrière eux les fantômes de leurs actions passées. Pendant des années, toute revendication d'où qu'elle vienne sera suspecte d'être apparentée au Breizatao. Cette période de la guerre, chez nous, je la vois comme une partie de l'histoire de France, avec 5 années d'occupation. Et puis l'État nazi qui s'emploie à occuper toute l'Europe et qui utilise simplement des revendications séparationnistes ou autonomistes dans certains secteurs, comme il l'a fait en Croatie par exemple, comme il l'a fait partout, pour pouvoir asseoir son pouvoir de façon plus aisée sur l'ensemble de l'Europe, sur leur grande Europe. Ces Bretons se sont totalement fourvoyés quand ils ont adhéré à cette idéologie, croyant pouvoir l'utiliser, mais n'ayant absolument pas la capacité d'utiliser, ni intellectuelle, je pense, ni économique, ni politique.
De dire Bresatov égale facho, je suis pas d'accord du tout. Ça n'a jamais été. Ça a été vrai pour certaines personnes, mais on peut pas dire à un moment donné, il y a une génération qui part, Bresatov égale facho. Non. Il y a des gens qui étaient à gauche et qui ont défendu la langue toute leur vie, et ce serait vraiment honteux de dire que c'est cette génération qui part, pas du tout. La libération arrive, j'ai connaissance par l'intermédiaire du journal communiste La Terre à l'époque d'articles en langue bretonne signés de Cravel, un homme avec qui je cherchais donc à entrer en relation. Cela ne fut pas difficile. J'ai appris à ce moment-là qu'il était le responsable d'un mouvement qui s'appelait Arfals, qui venait d'être relancé, celui-là même qui fut créé par Jan Soyer en 1933. Et voilà, me voilà donc devenu adhérent d'Arfals, c'est-à-dire du groupe des instituteurs et professeurs laïcs favorables à l'enseignement de la langue bretonne. Le mouvement politique auquel, disons, je n'ai pas personnellement participé de façon directe n'a pu naître que sur un terrain, un palier qui fut précisément de caractère folklorique un peu. Oui, c'est un redémarrage global. Il faut toujours le sentir comme quelque chose de global. Alors, d'un point de vue pratique, il est plus facile de faire redémarrer un mouvement qui pratiquent la danse, comme les cercles celtiques, ou qui pratiquent la musique, comme BRS. D'un point de vue technique, c'est plus facile que de faire redémarrer un mouvement qui utilise le breton et qui publie en breton. Mais en fin de compte, tout a redémarré ensemble. Le folklore revit et le breton s'en va. En 1950, 800 000 personnes environ parlent breton. Très peu le transmettront à leurs enfants. Et tous les ans, à l'occasion une date fixe, celle du lundi de la Pentecôte, nous étions autorisés, j'ai dit autorisés, c'était une autorisation qui venait de Paris, centralisme oblige, de faire une quête pour l'enseignement de la langue bretonne sur la voie publique. En 1950, la loi d'Exon autorise l'enseignement facultatif des langues régionales. Quand la loi d'Exon a été votée, évidemment, tout le monde a dit, voyez, la France démocratique reconnaît, etc. En fait, elle ne reconnaissait rien du tout, puisque pour qu'une loi soit appliquée, il faut les décrets d'application, et les décrets d'application sont venus 13 années plus tard. Donc il a fallu 13 ans avant que le peu de choses que donnait la loi d'Exon soit mise en pratique. Alors, pour eux, il n'y a pas de petites économies. 13 ans, c'est une génération qui est passée à l'école et qui n'a pas appris le breton. Quand les années 50, 60, 70, le breton n'avait aucune utilité pour gagner sa vie. On a commencé à avoir besoin beaucoup plus d'écrits pour se débrouiller dans la société parce qu'à ce moment-là, la sécurité sociale pour les agriculteurs est arrivée. Les banques pour le commerce, ça paraissait indispensable de connaître plutôt le français que le breton. La Bretagne est en retard, la Bretagne se vide. De tous côtés, le constat est amer, le pays a du mal à entrer dans la modernité. Créé en 1951, le CELIB, Comité d'études et de liaison des intérêts bretons, réunit les élus et les principales forces économiques des 5 départements. René Pleven, président du Conseil, plusieurs fois ministre, prend la direction du groupe. Mon idée, c'était donc de reconstituer la région de Bretagne, mais par nous-mêmes, en créant l'organisme nous-mêmes, sans demander à la France de nous l'accorder. Et surtout, d'unir toutes les forces de la région autour d'un objectif. Un objectif qui était sortir de cette situation de sous-développement. L'action paysanne de 1960 a été pour nous décisive
pour la Bretagne. Et il faut rendre hommage aux paysans bretons, car leur mouvement était de type professionnel, mais ils se sont très vite tous ralliés à cette idée qu'eux-mêmes ne pourraient faire triompher leurs revendications que dans un cadre régional. Par conséquent, ils se battaient avec nous sur des programmes qui n'avaient rien d'agricole. Par exemple, un programme d'équipement routier, même le barrage de la Rance. La population soutient les actions du Célib et les manifestations paysannes. Les réformes régionales acquises en Bretagne sont appliquées à toute la France. La décentralisation fait ses premiers pas, constamment freinée par les disciples de la République une et indivisible. Nous voulons l'aménagement de la Maison Bretagne dans la rue France du quartier Europe. Créé en 1957, le MOB, Mouvement d'organisation de la Bretagne, se veut le relais politique du Célib. Du régionalisme au séparatisme, tous les courants y sont représentés. Et j'ai dû entrer au comité directeur tout de suite, dès les premières semaines et les premiers mois. Et j'ai dû participer à mon premier congrès moins de 6 mois après mon adhésion. On montait vite dans ce genre de mouvement, faute d'adhérents. Non, ce qui a beaucoup perturbé la question du MOB, c'est la question de la guerre d'Algérie. Parce que les choses se gâtaient très sérieusement en Algérie, avec la montée de l'extrême droite, les prémices de l'OAS, etc. Et très logiquement, les jeunesses du MOB, qui étaient essentiellement des jeunesses étudiantes d'ailleurs, étaient sur la question algérienne très opposées évidemment à tout ce qui pouvait être extrême droite et OAS. Et au sein du MOB, nous sentions, chez les anciens, chez les adultes, chez les vieux, nous sentions plus que des hésitations à la condamnation de ces tendances d'extrême droite. Il nous paraissait à nous de plus en plus que le modèle de la lutte anticoloniale pouvait être utilisé en Bretagne. Pas à l'identique, mais d'une certaine manière, nous étions frappés par la similitude des combats de libération. Et ce sont ces deux voies-là, la difficulté d'être au MOB et le contexte de la guerre d'Algérie qui nous ont amenés à créer l'UDB. Les militants de l'UDB ont rapidement pris des positions sur le plan social, c'est-à-dire les soutiens au comité de grève, les manifestations pour la liberté, manifestations contre le franquisme, etc. Als je dan nu zei, zo wat beetje meer het, wat beetje goed en wat nu ik waar misschien wel, notre perfide, wat doet miswever, non te kan per tribune, daarbij à l'enskante, dan abat en bendejek. La télévision ne doit pas être une télévision seulement parisienne, conçue à Paris, par des Parisiens et pour des Parisiens. Elle doit être aussi la télévision de toutes les régions de France. Van gebieden a Guinea-Guido hive sur Ganaouen nevezig Savad Gantin, a Savad Anton Anesi, Gand Émile Floch, Euse Brest. Quand un voyageur... Assez loeren in nives a hulen koude abaden Iroch hag ebding zo ken gulen netra ouz den evet et tu eding rollu annoi ou verset tu da hulen va feired an abaden sel gulet sel an niver an oiu zo var Gant henne kebe goulet da zen ebet... Gant den ebet, an du do unen e trezo e vel se... An mariet eus... O chant bezan eus bet e kalsen ezo e vel se. Gant da hewa... A ren e vel just eo kalsen ezo da rosen. An da hewa bouez bet evit Da maison, j'ai obé da bouez. N'eo ket bet sur di daout ke se. An adeu, c'est sûr. Comme il y a 105 ans, l'écrivaient à leurs ancêtres en vers breton, mon oncle Charles de Gaulle. Va gorf zodachet, mais David Hoch Nisi vasperet, vela labus adenaskel, Niji da gaut hev reder abel.
qu'on n'a pas cru au projet gaulien de Sénat des régions, etc. Et puis je crois que notre antigaullisme était quand même plus fort que les espérances qu'on aurait pu avoir d'une régionalisation, disons, inspirée par des gens comme De Gaulle ou comme Pompidou. On ne s'était pas beaucoup trompé, hein, parce que par la suite, à la suite du refus, il y a eu les régions style Pompidou, région 64, là. Il faut bien reconnaître que ça a été un embryon de régionalisation, et je crois qu'on a eu raison de voter non. Ne serait-ce que parce que ça entraînait le départ du général. Dans les années 70, l'UDB, associé au parti de la gauche traditionnelle, obtient quelques sièges d'élus municipaux. Le slogan « Vivre et travailler au pays » rencontre l'adhésion d'une nouvelle génération. Les revendications prennent une nuance identitaire. Ouais, c'était l'époque en fait où moi ça m'intéressait énormément. C'était une passion, quoi. La langue, la culture, le mouvement breton, la Bretagne libre et indépendante, etc. C'était vraiment un leitmotiv. Et ouais, je m'en souviens très très bien. Je participais aux fêtes de l'UDB, les fest-noz, etc. Enfin, c'était vraiment l'époque glorieuse, ouais. La pop celtique, c'est l'expression de notre génération qui veut à la fois affirmer sa personnalité, son identité, et en même temps son identité particulière en tant que celte, en tant que breton, dans un monde qui ne devrait pas être forcément uniformisé, robotisé. C'était quand même un grand mouvement de renouveau où tout le monde recherchait ses racines. C'était l'époque où Stivell a éclaté. Il y avait pour nous cette espèce de tiercé qui faisait rêver tout le monde et prendre conscience très très forte. Des gens comme Glenmore, Stivell et Servin, à chaque fois qu'ils venaient ici, dès qu'il y avait un concert, on y allait tous et c'était plein. Énormément de gens dans tous les bistrots de Bretagne avaient le poste allumé comme si c'était un grand match de foot, quoi. Et donc il y avait comme un espèce de truc, est-ce que c'était la Bretagne contre Paris, quoi, etc. Mais il y avait un peu ça, quoi. Andraze, puis fin bawen tola bavesi ou iwan Robert Meson, j'y ben Petra ou Kuden Breis, à Petralchen mais Ober Eviti, évite discoul mar sort Kudenu, fin na pesa wem galut daviana, ne sais penos Dreyfors Prederia var Andraze, et wan de Whiska Menosiu Broadelur. Mad goude bezabet ar menoziouse, penons on aime laket da zonj alendro warne, pugir e gleven a bebtu, oan memestra penons menozio a lavarer divarofen ezin dangerus, ezin menozio a zeo, a padal na zantenket, me penons e oan develse evidon me. Dreyfors goude studi ar menoziouse, on deud da velet penos e c'hoarveze an trao broioal, hag a oan emgavet nindan yeo penos ur vroal, dindan galoud ur boblal, meus begwelet, ne oan emet da vihan a penos estreget ar stourm sevenadur el hag ar stourm politik el avel dan ol, e oa evie ezon deus ur straolat kuz. Nous reprenons le combat progressiste et révolutionnaire que chaque génération de Bretons a entrepris pour la liberté de la Bretagne et pour le droit des Bretons à rejeter le statut colonial afin de se gouverner eux-mêmes librement. Signé FLB, Front de libération de la Bretagne. Les premiers attentats commencent en 1966. La palette politique s'étale de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ils sont étudiants, ouvriers, paysans et même curés. La violence des faits projette la cause bretonne à la une des médias. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à la violence? Non, moi, personnellement, non. On arrive à se poser une question. Est-ce qu'il ne faut pas passer par la violence pour se faire connaître? C'est malheureux, mais on en arrive à ça. Parce que nous, non-violents, on ne nous écoutera pas. Violents, on nous écoutera.
sentez solidaire lorsque quelqu'un prend au pied de la lettre ce que vous avez chanté et prend son fusil? De toute façon, c'est le problème de la violence. Vous savez, la violence, on peut toujours en parler. Mais lorsqu'il y a un géant qui vous écrase le pied pendant une demi-heure, le fait même que vous réagissez pour vous en débarrasser, ce n'est pas de la violence, c'est de la contre-violence. Ouais. C'est de l'autodéfense. Et par conséquent, nous, les peuples de l'Hexagone, nous n'avons jamais agi qu'en contre-violent. Bon, je voudrais en être certain. On reconnaissait au peuple breton le droit éventuel, si l'envie lui en avait pris, de se battre. Mais vous pouvez prendre tous les textes du parti, et la pratique du parti à l'époque était très claire, c'était toujours le combat légal. Ce qui faisait que on pouvait rencontrer, par exemple, d'autres formations qui ailleurs, je pense en Irlande ou au Pays Basque, avaient choisi d'autres voies. Je vous dirais avec d'autres raisons aussi. Hein, la réalité basque sous Franco, c'était pas la Bretagne sous Charles de Gaulle. Hein. Bon. Et donc, dans ces conditions, on pouvait très bien échanger, discuter avec d'autres formations qui, elles, avaient choisi la voie de la violence, en refusant radicalement la violence pour ce qui nous concerne. Et c'est ce qui fait que vis-à-vis du FLB, on a tout de suite condamné les différents FLB qui se sont succédés. Escola Nemzov affirmait déjà à l'époque, justement, que y avait... D'abord, c'était la première chose qui m'avait frappé, c'était le slogan de Escola Nemzov, c'était « Oser lutter, oser vaincre ». C'était très maoïste, tout ça. Escola Nemzov, justement, avait cette particularité parmi les mouvements culturels bretons d'alors, je crois, d'affirmer sa solidarité entière avec les luttes sociales qui se menaient en Bretagne à l'époque, donc qui ne faisaient pas fortiori de coupure entre le terrain culturel, c'est-à-dire la lutte pour la langue, combat culturel, et la lutte tout simplement pour la vie en Bretagne. Et c'est sur ces bases-là qu'on a adhéré, beaucoup de jeunes à adhérer dans les années 75 et suivantes à Escola Nemzov. Je crois que c'est ça qui... Donc on a participé avec Escola Nemzov aux luttes anti-nucléaires, anti-marée noire, anti-ceci. C'est vrai que c'était anti-anti, mais ça voulait quand même bien dire quelque chose à l'époque. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce que vous faites? Ouais, moi j'ai quelque chose à dire. J'ai à dire que je suis bénévole, je veux bien, mais dans 5 ans, qu'on ne vienne pas nous refoutre une pagaille comme ça en disant on a encore besoin de bénévoles. Les Bretons sont des cons, donc ils viendront quand même. Hein? Alors, que ça soit la dernière fois que la Bretagne vive des trucs comme ça. Hein. Depuis longtemps, le FLB est infiltré par les services de Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur. Persuadé qu'il a affaire à un complot international, Marcellin veut par tous les moyens discréditer les activistes. L'émetteur de Roque Trédudon explose le 14 février 1974. Les rumeurs de manipulation s'amplifient. Le FLB a-t-il les moyens de réaliser un attentat d'une telle ampleur? Arrêter, emprisonner, les activistes revendiquent les attentats, même quand ils n'y sont pour rien. DST ou FLB, le secret entre dans la petite légende. Daoudra ma peus ran a oa barzan a ferze, da genta penonge bezans a ram joudarde l'armand, da lavare des bezans en arméral, a oa déjà abeg a oar evidomni da zon da daga, a da hei oa bet blavez roez egat reugen un tolkenta, hag a oa bet koustet dim ker a oar, pegir oa bet eno marvet un den dim, ba oa yam kelker nalegen, neuze, La violence est désapprouvée par la majorité des Bretons, même si des sourires se dessinent quand les perceptions, les palais de justice ou les bulldozers des bétonneurs explosent. Infiltrés et divisés, les partisans de l'action violente s'essoufflent. À la fin des années 70, la plupart des membres sont emprisonnés et condamnés. Ils seront tous amnistiés en 1981 par François Mitterrand. Ouais, si je voulais militer, défendre mon pays, et puis avec l'idée quelquefois de quelque chose d'un pays indépendant, c'était plutôt lié à une révolte d'adolescents qui trouvaient où se cristalliser en fait. Et t'as cherché? La clé, tu veux dire? Si j'ai cherché la clé,
Chercher la clé, je ne sais pas vraiment. Peut-être que si je l'avais cherché, je l'aurais trouvé. Mais d'une certaine façon, on lançait des pistes avec des gens qu'on savait travailler à la radio bretonne et qu'on soupçonnait, ou que beaucoup de gens soupçonnaient en tout cas d'appartenir à des mouvements comme le FLB, etc. Bon, ils n'ont pas répondu à ma demande, donc ça s'est pas fait. Et puis... Tu regrettes pas? Non, je regrette pas. Le breton est toujours à la porte des écoles. Fatigués de mendier, des parents créent des écoles en langue bretonne. Diwan, le germe. Non, Diwan qui dit ça, elle t'en est bête, puis cuire Benarfin, on est der school Diwan, mais ou à triple, c'est tu musque merze de war school dit ça, elle t'en est bête. Évidemment, ne wa drabenag, bah, musque gualzonge, de penons et wa penons musque rogue der school, mais de. Les musque zonge et wa évidemment der school dit ça, elle t'en est bête, quoi. Penkenta oa brezounek force penons e gleven brezounek ar ger, setu oa ket den drobenag nevez, quoi. Ar pez oa nevez e oa an dud a oa ganin, hag n'an avezen keg, mais meus ket zonj e eo a be disavel tant me bête. Et avec l'école maternelle d'Iwan, il n'y avait pas le reste qui a suivi après. Nous, on était vraiment la première génération, alors c'était le début. En 1976, quand on a décidé de mettre l'accent sur le breton à la maternelle, nous, c'est parce que on vivait déjà en breton, on voulait que nos enfants parlent breton. Ça, c'était clair. Si, il y a eu quand même des réactions, mais ce n'est pas par l'ancienne, disons le troisième âge, pas l'ancienne génération, mais c'est la mi-génération, disons celle qui a vécu après-guerre. Et elle a eu une réaction quelquefois très forte, puisqu'ils ont dit, nous, on a souffert pour que justement on parle français, qu'on apprenne le français. Et maintenant, vous êtes en train d'apprendre le breton aux enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça a été pendant un très court temps, en fin de compte, ça n'a pas duré, 2 ans, 3 ans peut-être. Et après, ils se sont aperçus que c'était sérieux, c'était pas parce qu'on avait décidé comme ça qu'un enfant apprenne le breton et puis point final. Ils voyaient qu'il y avait tout un suivi derrière et qu'il y avait toute une vie aussi, pas seulement la vie à l'école, mais toute une vie communautaire, c'est-à-dire à la maison, dans les activités du mercredi ou n'importe quoi, que l'enfant pouvait utiliser le breton. Et cela ne l'empêchait pas, évidemment, de très bien comment utiliser la langue française, de la gérer aussi bien que la langue bretonne. Quand on lutte pour la langue bretonne, c'est pas simplement lutter pour une forme de parler. Après tout ça, ça n'a pas tellement d'importance. C'est d'abord lutter pour le respect que l'on doit à un peuple dans son identité. Il y a cette chose-là. Et puis également, c'est lutter pour le développement culturel, pour la richesse culturelle de la Bretagne, mais des autres également. Chacun s'enrichit de la richesse des autres. C'est quelque chose qui est fondamental dans la vie de l'Europe et dans la vie du monde, que toute culture puisse apporter ce qu'elle peut faire à la richesse commune. Et je ne vois pas pourquoi le peuple breton ou d'autres peuples seraient interdits de création culturelle. Et c'est ça qui arrive lorsqu'on ne leur donne pas un service de télévision comme ils devraient avoir, ni même une école comme ils devraient avoir. Qu'on élabore cette charte en 1977 afin qu'elle entre en application au début de l'année prochaine. Ainsi sera confirmé le fait qu'il n'y a aucune contradiction entre la volonté de vivre la culture bretonne et la conscience d'être pleinement français. Et c'est à la suite de ça qu'il y a eu ce que j'ai cité, création du Conseil culturel, Institut, Agence technique régionale, et décision de donner une aide financière au mouvement culturel breton tous les ans. Et avec alors, le seul point sur lequel il n'y a rien eu, eh bien c'est tout simplement l'enseignement et l'éducation. Et quoi qu'il en soit, ça a été mentionné dans la charte, j'ai oublié dans quel terme, mais quoi qu'il en soit, Sogné Seité a refusé de signer, le ministre de l'Éducation nationale. Ce qui fait qu'une fois de plus, le breton à l'école a été laissé de côté. Dans les années 80, le mouvement politique s'endort. L'UDB, dont certains adhérents ont rejoint le Parti socialiste, reste présente dans quelques conseils municipaux. Mais vivre et travailler au pays n'attire plus les foules. Rouge, blanc, noir, des groupuscules apparaissent, éphémères et isolés. Quelle que soit la couleur du parti, le nombre des militants décroît au fil des ans. Début des années 80, par rapport à la langue, par rapport au militantisme, pour moi ça a été de l'arrêt total parce qu'en fait j'étais dans
Au lycée, on avait un enseignement, on connaissait des gens qui partageaient le même intérêt, voire la même passion. Et puis les années 80, c'était l'université. Et l'université, pas de breton. Et là, j'ai perdu les gens avec qui je parlais breton. J'ai perdu l'intérêt pour cette langue. Alors, je sais pas, il paraît qu'il faut renier son maître pour mieux le retrouver quelques temps plus tard. Apparemment, ça a été le cas. Mais en tout cas, j'ai eu une coupure de 1980 jusqu'à 1992-93 où ça m'intéressait plus du tout. Ça me paraissait anachronique. Voilà, c'était ça. C'était le vide de ce point de vue-là, en tout cas. Quand on a vu qu'effectivement toutes les revendications étaient restées lettres mortes 3 ans après l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est vrai qu'on a été considérablement déçus. Ce qui a aussi, je pense, contribué largement à faire que le mouvement se délite petit à petit. Il y a eu quand même une déliquescence de tout le mouvement culturel breton jusqu'à il y a 5 ans, jusqu'à la reprise là. On n'a pas senti effectivement les choses avancer. La défense de la langue concentre les énergies et gagne la sympathie de la population, à défaut d'obtenir l'attention de l'État français qui refuse toujours de signer la charte européenne pour les langues minorisées. 6 000 langues cohabitent sur la Terre, 3 000 s'éteindront dans les prochaines années. Goude ur barat glo padano zevo un tomik bravor an amzer ben varroaz met distraier a yo ar humulgle ben disul chiwas a crin for crinfa avant an avel o roeza beteg nao war skol Beaufort. Aujourd'hui, 250 000 personnes parlent breton, ils étaient plus d'1 million au début du siècle. Promesse ou réalité, la défense de la langue et de la culture est dans tous les programmes des élus locaux. La vague patrimoine submerge la Bretagne. Le vieux pays à la côte d'amour, ses greniers regorgent de racines, le terroir caisse se remplit. Sortons les coiffes, cirons nos sabots. C'était si bien avant, quand nous étions bretons. C'est pas du tout un enjeu mineur qu'il continue à y avoir ici beaucoup de monde, physiquement de monde, des gens, des familles, des gosses. Et ce qui veut dire qu'il y ait du travail, donc de la production. Donc l'élément économique est essentiel. Parce que après on verra quelle coiffe on met aux Bretons. Mais il faut d'abord qu'il y ait des Bretons pour porter la coiffe. Et si on commence par se battre sur la couleur des coiffes, pendant ce temps-là, les Bretons ils n'existeront plus parce qu'il n'y aura plus concrètement la population suffisante. Le danger le pire qui pourrait toucher la Bretagne, c'est de devenir une espèce de Corrèze, quelque chose comme ça, c'est-à-dire une désertification qui pourrait très bien reprendre à la lumière des difficultés économiques, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc je crois que la première chose, c'est de tout faire pour doper l'économie bretonne. Et pour ça, je dirais, on est un peu tous embarqués dans le même bateau et c'est un élément vraiment essentiel. Alors Saint-Nicodème, parce que c'était un des points les plus hauts de la région et parce que c'était déjà symbolique malheureusement de la désertification du centre-Bretagne avec quelques 200 habitants. Allemaal zo plezierig, Christian. Ah ja, tuurlijk. Allemaal avec les trop drôles, wel à hamster, pour Lindes, à tout. On subit tous ce système centralisé, hein,
et qui voulait que les médias, radio, télé, même presse, soient dirigés de Paris et censurés de Paris, etc. Si bien que les Bretons ne se rendent pas compte qu'eux aussi ils pourraient, dans le cadre de la loi actuelle, se créer leurs propres outils. Et c'est vrai que, même si c'est pas facile, même si on ne fait rien pour nous aider, les Bretons qui militent pour la langue bretonne pourraient se servir de l'autorisation qui est faite maintenant pour ouvrir des radios en langue bretonne. Rien ne s'y oppose actuellement légalement. Et c'est vrai qu'ailleurs, pour prendre l'exemple du Pays de Galles, effectivement, les militants de la langue galloise s'en sont servis beaucoup plus que nous en Bretagne, qui avons trop tendance à attendre que d'autres le fassent à notre place. Peix zo nem gavet, ma peus ran da fin dagent a ol, on est a penos dagelen e barskolio diwan. A nebeut goude, o a bet digoret ar c'hlasou kentaderez. A d'ar marese, moi laket ar goulen, a zo giz ma volavaret, pe ar goulen so, da me esperedek war un dro ivez, deskilen e brezon e matre, met vidlen petra. Ne zib a manket da leorioù evit ober katekiz, na katekiz broadelur, na katekiz modal, evit on me penonz ne keret dar fen da leorioù, kom ziv ar ben breiz, evit beza breizek pe brezon ek trawar dezo beza savet e yez ar ro. Choum, Et je crois qu'est venu le moment de choisir. Soit on choisit de quitter définitivement le monde de la langue bretonne et de l'abandonner. Bon, ça, à ce moment-là, il faut le dire. Et donc on choisit le français uniquement. Soit on choisit le breton et on fait tout pour, à l'instar de tous les autres peuples du monde, pouvoir vivre pleinement en langue bretonne. Ce qui ne nous interdit pas de parler d'autres langues, bien sûr. Mais je crois que c'est notre responsabilité actuelle. Et on peut se poser beaucoup de questions, effectivement, sur la volonté réelle, même de la part des militants de la langue bretonne, de faire que cette situation change et d'imaginer qu'un jour, ils puissent vivre pleinement en langue bretonne. Ja, maar kijk eens. Ja, on carton. Maar ik kan nog wel heel prena force petra, force clair. Ja, force petra. Je trouve que ça n'a pas changé énormément en fait. L'ambiance est la même, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a une année qui s'est écoulée depuis. Sinon peut-être que les éditions se sont un peu étoffées et que les bouquins qu'ils vendent sont plus divers. Le rêve est le même. En tout cas chez tous les jeunes qui sont dans des associations, qui défendent toujours la même chose. L'antimilitarisme, un certain séparatisme, sans trop le dire, un changement de société. C'est pas spécifique, je pense, à un mouvement breton, c'est spécifique à une certaine jeunesse qui a envie de bouger, qui a envie de faire quelque chose, en fait. Et puis bon, ça s'exprime comme ça peut s'exprimer différemment. Là, on est à la fête de la langue bretonne, donc c'est normal que ça passe par des associations qui sont concernées par le breton. Mais sinon, non, je vois pas un changement énorme. C'est un cycle qui continue, sans dépérir, mais sans s'étoffer beaucoup non plus. Des centaines d'anonymes travaillent pour la vie d'une culture sans brandir de drapeau, alors que la panoplie nationaliste affichée par certains militants accrédite encore l'image d'un mouvement breton conservateur. Œcuménisme de tradition, on se retrouve bien souvent au pays des ni rouges ni blancs, bretons seulement.
j'ai toujours craint d'ailleurs, que les Bretons ne s'enferment dans un cercle trop réduit. Voilà, je ne suis pas du tout pour que la Bretagne, au fond, s'entoure de barbelés. Pas du tout, hein, ni d'un mur. Pas du tout. Je crois, sans pour autant désirer non plus un métissage absolu, quoi. Bon, je crois que les choses évoluent d'elles-mêmes. Il faut quand même également les canaliser dans la mesure du possible, ça va de soi, n'est-ce pas? Mais en tout cas, pour ma part, sans pour autant, je le disais tout à l'heure, faire de projections sur l'avenir, hein, je crois que nous devons nous insérer, nous, Bretons, hein, dans un contexte très vaste maintenant, qui est celui de l'Europe, hein, et du monde. Hein. Bon, le monde est devenu planétaire, qu'on le veuille ou non. Hein. À nous, quand même, évidemment, nous avons la possibilité, grâce à nos facteurs identitaires, hein, de manifester donc également une particularité, et c'est à ça qu'on doit s'attacher, à mon sens. Qu'est-ce qu'on entend par celtisme aujourd'hui? Je crois que la question est intéressante et qu'il faudrait aller peut-être plus loin. Alors, est-ce qu'on essaye de voir dans le celtisme une identité commune ou quelque chose qui ferait que il y aurait une unité là-dedans? Je ne sais pas. Moi, en tous les cas, je me sens breton et je vis comme breton, avec ma langue, avec ce que je côtoie tous les jours. Pas seulement des bretonophones, mais aussi des francophones ou des bretons de langue française. Enfin bon, c'est tout un mélange. Et je crois que la Bretagne, c'est aussi ça, c'est cette richesse, c'est cette diversité, c'est ce pluralisme. Et puis, bon, pourquoi vouloir absolument être comme tout le monde? Je ne sais pas. Je crois que la différence, c'est aussi quelque chose d'important. Ça veut dire quoi, être breton? Ça veut dire être né en Bretagne, parler breton, avoir un nom breton? Non, tout le monde, ceux qui veulent sont bretons, ceux qui veulent pas le sont pas. Non, il n'y a pas de... Ça va où, jusqu'où la Bretagne? Ça a commencé quand? C'est un concept tellement flou qu'on n'a pas à définir qui est basque, qui est pas basque, qui est français, qui est pas français, qui est breton, qui est pas breton. N'importe qui, un maghrébin qui arrive, qui travaille à Brest, s'il veut être breton, il est breton. Mais ce qui est pénible, c'est un peu l'étiquette... Parfois breton qu'on te met sur la tête. Tu parles breton donc tu es comme ça, ouais. Et ça j'aime. C'est toujours difficile à assumer même maintenant. Il faut faire les fesnos, écouter de la musique bretonne, tu parles breton donc tu vois que des gens en breton, t'es pas jeune comme les autres. Dans cette deuxième vague, on est un peu plus mûr, je pense, pour que des gens, maintenant, puissent commencer à aller dans différentes directions et développer la chose avec moins de complexes, peut-être, pour là aussi faire une musique. Parce que il faudra toujours qu'il y ait des coupes de sonneurs, du cornet discount et tout ça. J'espère qu'il y en aura toujours, quoi. Mais en même temps, la chose principale qui doit se faire aujourd'hui en Bretagne, c'est la musique bretonne de l'an 2000, quoi. L'envie de tout lâcher, non. Je n'ai jamais été... je n'ai jamais senti cette... Dans mon entourage, oui, j'ai eu des amis qui m'ont dit, oui, je sais pas, pourquoi tu persistes comme ça, tout ça. Ah ben, il dit, c'est une histoire de virus. Bon. Il y en a qui restent pêcheurs à la ligne jusqu'à la fin de leur existence, hein, ou chasseurs. Bon, ben, chacun son domaine. Et voilà. Abis, Andauer,
Dawan. Un dawan. Arsquas. C'est que la allez. Arvechal, Buon, Agoudézé, ben ma Helanke, la Kadahanor de la Varsotonu, tant pis, Révidon. Allez. Arfen. Antal. Afri. Andaulaga. Pop. Allez, Arvechal, voilà. Allez. Andius Quarn. Même si je sais quelquefois que c'est dérisoire, une demi-heure de breton par semaine, même si je sais qu'il faut exiger plus, c'est sûr, il faut travailler pour exiger plus, pour exiger peut-être que ce soit étendu à tous les enfants de toutes les classes en Bretagne. Mais ce que je fais là, c'est de ma responsabilité que ce soit bien fait et que les enfants aiment le breton. Peut-être qu'un jour, comme ça, ces gamins-là pourront avoir envie de raccrocher à cette langue le jour où la possibilité leur sera donnée avec des souvenirs de j'avais 8 ans, j'avais 7 ans, j'avais 3 ans, puisque les gamins à qui j'enseigne, ils sont nés entre 86, à peu près 85, 86 et 93. Donc ils ont de 3 à 10 ans. Que ces gamins-là un jour se disent effectivement c'est pas mal le breton, c'est rigolo, on s'amuse, on peut apprendre plein de choses, c'est pas rébarbatif, c'est pas une langue chiante, c'est pas obligatoirement les vieux, c'est pas un folklore des US, c'est quelque chose de vivant. Allez. Donc tu as décidé que le petit Louis il va parler breton aussi? Bah j'ai pas décidé pour lui, mais bon si je décide rien, de toute façon il parlera pas breton, donc comme ça je lui parle breton. C'est pas que je l'éduque pas en breton ou quoi, je lui parle breton point, et puis il apprendra le breton comme ça. Et puis lui il en fera ce qu'il voudra, j'espère qu'il va tenir la marée après, quoi. J'aimerais bien que cette langue soit la langue du pays. Enfin, ça serait bien, quoi, s'il n'y avait plus besoin d'y travailler constamment et sans relâche et que des gens passent leur vie à travailler pour la langue. S'il n'y a pas besoin de le faire, ça voudrait dire que c'est gagné, quoi. Bon, ça sera peut-être gagné un jour. Hein. Tu crois? Bah, sinon, je le ferai pas, je crois. Mon ambition, c'est pas d'être un dinosaure et de faire de mon fils un dinosaure de la langue bretonne. Je le fais parce que j'y crois à fond. Shut